Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Jet Talks, le podcast de la Grande École du Droit. Je m'appelle Alban Pajot et je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du portrait de Dimitri Nitchoun, ancien étudiant à la Grande École du Droit. Dans cet épisode, vous en apprendrez davantage sur la fin de son cursus universitaire au sein du Master 1 de droit des affaires de la Sorbonne et du Master 2 de droit des affaires et économie d'Assas, cela couronné par un Master en école de commerce à l'ESSEC. Vous découvrirez aussi ses premières expériences professionnelles, de ses stages en cabinet et en start-up, jusqu'à son poste actuel de VC analyste en crypto chez White Star Capital. Bonne écoute! Après ta L3, t'es rentré en Master 1 à la Sorbonne. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus le nom de ce master, comment est-ce que tu l'as trouvé et pourquoi ce choix aussi? Bah écoute, droit des affaires parce que c'était le choix le plus généraliste et moi j'aimais bien le droit privé et toutes les matières en relation avec les sociétés et les contrats, donc de manière assez naturelle je me suis redirigé. Et franchement, exceptionnel comme master sur le plan de la formation, professeurs tous hyper compétents, niveau très élevé aussi, donc pas mal de pression. Les cours, je me souviens, c'était faramineux. J'avais un cours de droit bancaire qui faisait 168 pages. Et donc, en fait, j'en étais réduit à faire des choix de chapitres pour pouvoir aller au partiel. Et ouais, c'était dur, mais je me suis fait un super ami là-bas aussi, Grégoire Châtaignier, qui est un master 1 avec moi. Donc, comme d'habitude, voilà, très dur, mais je me suis fait plein de potes, donc c'est top. C'est génial. Et ensuite ton Master 2, est-ce que tu pourrais nous dire l'intitulé de celui-ci, s'il te plaît, à Assas? Ouais, c'était droit des affaires et économie avec Bruno Défense et en directeur. C'était vraiment super parce que tu avais vraiment ce double prisme un peu droit et économie. Donc on n'avait pas que des cours de droit et les cours de droit qu'on avait, ils étaient hyper appliqués à ce qui se passait en pratique. Et c'était vraiment hyper intéressant ouais, d'avoir cette espèce de double vision avec à la fois des profs d'éco et des profs de droit. Moi j'ai vraiment bien aimé en tout cas et je le recommande à ceux qui veulent voir un petit peu comment ça se passe côté éco. C'était pas trop compliqué de passer du droit à l'économie comme ça en Master 2? Ouais, si, je t'avoue que les maths, au début, c'était bien compliqué, sachant que, enfin, tu vois, c'était des dérivés, mais c'était des dérivés écrits un peu à la manière économique, enfin, ça s'écrit pas pareil que les maths normales. Donc, ouais, au début, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être très dur à valider. Mais en fait, quand tu comprends un peu comment ça marche, les types de mécanismes qu'on te demande, au final, ça rentre vite. Et les cours étaient faits de manière à ce qu'on soit pas largué, quoi. Donc, au final, ça va, ça l'a fait. On a tous réussi à valider, il me semble, donc pas trop de stress. Et dans tes masters, dans ton Master 1 et ton Master 2, est-ce qu'il y a un cours en particulier qui t'a vraiment intéressé ou qui t'a ouvert les yeux donc, sur ce que tu voulais faire après? Ouais, alors moi, il y a un cours que j'ai beaucoup aimé et que certains n'ont pas du tout aimé, c'est le droit fiscal. Il y avait les deux types de droits, droit privé et droit public, donc je trouvais que c'était une matière hyper riche, avec plein de mécanismes très pointilleux, et moi j'aimais bien ce type de cours où tu avais voilà, des mécanismes où tu pouvais rentrer en profondeur et qui étaient très liés à l'économie. Il y avait un peu de maths aussi, c'était très logique, c'est un droit qui est très logique, enfin que je trouvais très logique en tout cas. Et c'était surtout le droit aussi où j'étais le plus fort en master, donc forcément là où t'es fort, bah t'aimes bien. Donc Et est-ce que tu as eu l'occasion de faire des stages ou est-ce que tu as l'opportunité de faire une alternance dans ces masters-là ou pas? en master 1, j'ai pas fait d'alternance, direct stage donc chez Herbert Smith, et en master 2, j'ai fait un stage en startup, donc pareil pas d'alternance chez EquiSafe. Donc c'était une startup à l'époque qui permettait d'investir sur l'immobilier grâce à la blockchain. Donc franchement, c'était hyper top comme stage. J'ai vraiment adoré. C'était à contre-courant de ce que je faisais en cabinet. Je faisais des activités un peu plus variées aussi. Je faisais un peu de sales, un peu de rédaction de ce qui s'appelle le pitch deck. C'est Ok. le support d'investissement que tu donnes aux investisseurs pour qu'ils le regardent. Un peu de droit aussi, de la veille juridique sur la blockchain, parce qu'il y avait pas mal d'enjeux à l'époque avec l'AMF. C'était still in discussion. Et avec le recul, est-ce que tu conseillerais de faire des stages à chaque fois ou de faire une alternance ou non? Bah, ça dépend du master que tu as. Il y a des Master 2 qui te permettent de faire des alternances. Donc, si tu peux en faire une, c'est top. Mais moi, je trouve que le piège de l'alternance, ça dépend comment c'est construit. Mais si tu passes 6 mois ou un an dans un endroit où au final tu te plais pas trop, c'est compliqué après. Alors qu'un stage, c'est 2-3 mois. Donc, si tu t'y plais pas trop pour X ou Y raison, c'est pas très grave. T'attends un peu et ça passe quoi. Donc moi je conseillerais plus de faire des stages et en plus les stages ça te permet de varier les expériences. Je recommande plus limite de faire 2 stages de 3 mois de suite dans des domaines différents, des trucs vraiment à contre-courant pour voir un peu de tout. Ça peut être en start-up, ça peut être en cabinet anglo-saxon, ça peut être en cabinet parisien renommé, ça peut être en cabinet à Bangkok, ça peut être à Nice, où tu veux. Mais vraiment, je pense que le mieux c'est de varier les expériences. Donc ensuite, à la fin de ton Master 2, tu as fait une école de commerce, c'est ça?
Ouais, c'est ça. J'ai fait l'ESSEC, préparation au concours, etc. Donc ESSEC grande école, ça a duré 2 ans. J'ai redécouvert les mathématiques. Et pour le coup, moi, j'aime pas trop les maths. Enfin, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais bon, ça allait, ça l'a fait. Assez intéressant comme cours, mais pas du tout le même modèle que le droit. Le droit, c'est quand même très très dur. C'est beaucoup de quantité. L'école de commerce, globalement, les cours sont un peu moins durs, mais ça permet de prendre un peu plus la parole quand tu fais des présentations. Donc, au final, tu travailles plus tes soft skills que tes hard skills. Ouais. Mais c'est quand même très utile aussi pour la suite de la vie professionnelle. Et ça permet d'avoir un network très très puissant quand tu rejoins les assos ou même quand tu fais des soirées alumni ou ce type d'event, quoi. Ok. Et tu conseillerais, toi, de faire ça après un master de droit, d'aller dans une école de commerce? Tu as plus de profondeur dans l'analyse juridique que tu fais. Par exemple, quand tu as des cas d'espèce, tu les comprends mieux. Quand tu fais des consultations, tu peux aller plus vite parce que tu cernes mieux les notions des personnes qui viennent te voir. Donc oui, pour ces domaines, je recommande. Après, je sais pas si tu veux faire du droit public en diplomatie ou du droit de la propriété intellectuelle, des droits qui n'ont pas forcément de lien en fait stricto sensu avec des problèmes d'entreprise. Honnêtement, je vois pas forcément l'intérêt. Donc ensuite, tu as commencé à travailler. Comment s'est passée ta recherche pour trouver ton premier emploi? Est-ce que tu savais précisément ce que tu voulais faire ou est-ce que c'était plutôt une idée vague? Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument faire depuis la fin de mon stage en startup. Et pour ça, j'avais fait 2 stages. Donc le premier chez OpenCNP, qui était le fonds VC de CNP Assurance, aux super équipes où j'ai appris les bases du métier. Et après, j'ai fait un stage chez Xange Capital, qui est un fonds early stage sur Paris. Pareil, super team, où j'ai beaucoup appris. Et après, j'ai eu de la chance, en fait, parce qu'au moment où je suis parti d'Xange, j'ai été contacté par White Star pour rejoindre leur fonds Digital Asset. Et il y a eu un très très bon fit des deux côtés. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux de pouvoir faire le métier que je fais. C'est vraiment une passion. J'adore ce que je fais, c'est top. Tous les jours, je me lève, je suis content le matin d'aller travailler. Et je pense que c'est l'objectif final en fait pour tout le monde. Donc ouais, super super content. Ouais. Ah bah c'est super, c'est génial. Et du coup, tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement ton travail, le poste que tu occupes actuellement? C'est comme si en gros je venais d'être recruté en cap d'avocat, donc c'est l'équivalent d'associate, sauf que ça s'appelle VC Analyst Senior. Et donc en gros mon travail c'est de faire ce qui s'appelle du sourcing de start-up, donc essayer de repérer les startups qui peuvent réussir à lever des fonds et à devenir des grandes entreprises en faisant des introductions en bourse ou se faire racheter par des grandes entreprises. Et globalement, en fait, mon métier se résume à investir dans ces startups, attendre qu'elles se développent et revendre en fait mes parts pour obtenir la plus-value et faire ça avec 10 startups par an. Au niveau des verticales que je regarde, c'est tout ce qui a trait autour de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc ça peut être à la fois sur un plan de jeux vidéo, ça peut être sur un plan financier, ça peut être aussi des outils par exemple pour mieux gérer Discord, ça peut être un tas de choses. Et c'est cette variété qui est hyper intéressante. Donc c'est ça que tu aimes le plus à propos de ton métier, le fait que ce soit vraiment complet et diversifié? Ouais, exactement. Ce que je trouve top aussi dans ce métier, c'est que toutes tes tâches sont hyper variées. Tu vois, des fois, je peux faire un peu de droit en analysant des term sheets. Les term sheets, c'est des lettres d'intention qu'on formule aux entrepreneurs pour les financiers et qui signent ensuite eux-mêmes pour formaliser l'avant-contrat. Ça peut être aussi de la finance où voilà, je regarde un peu le business plan ou ce qui s'appelle les tokenomics des startups. Donc, c'est les éléments financiers des startups en blockchain. C'est aussi prendre des calls avec les entrepreneurs pour récolter des informations sur leur startup. C'est aussi participer à des events. Il y a aussi autre chose, c'est la learning curve en fait, parce que tous les jours tu dois être à la page au niveau technologique, au niveau marché, et c'est une veille constante. C'est un peu comme une veille juridique en fait, mais plus une veille économique, et c'est hyper intéressant. Tu traites un peu de plusieurs aspects. Tu as un peu un aspect juridique, économique et un petit peu scientifique aussi. Et tu arrives à gérer tout ça? Ouais, bah alors ça s'est fait avec le temps, hein, vraiment. En fait, au niveau du droit, quand tu es allé en fac de droit, tu vois pas beaucoup de contrats. Et moi, la première fois que j'ai vraiment mis les pieds dedans, c'était plus en faisant du VC qu'en cabinet d'avocat, parce que j'ai fait des stages d'1 mois, donc c'était assez court. Disons qu'avoir fait du droit, ça permet un peu de désacraliser, entre guillemets, les contrats que tu lis et d'aller beaucoup plus vite sur les notions que tu vois. Ouais. Habitué au langage juridique, en fait, donc ça te fait moins peur, surtout pour le langage juridique en anglais, parce que la plupart des termes sheets qu'on formule, c'est en anglais. Donc voilà, avoir fait la JET, pour ça, c'est hyper utile. Après, voilà, je dirais que le droit, ça représente un cinquième, un sixième du métier à mon niveau. Le reste étant vraiment beaucoup de communication avec les entrepreneurs, trouver les meilleures startups et faire ce qui s'appelle aussi du portfolio monitoring, autrement dit,
surveiller les éléments financiers des startups sur lesquels on a déjà investi pour voir si tout va bien. Ouais. Et voilà. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer ou un dernier conseil à donner que tu aurais aimé avoir quand tu étais encore à la GED? Ouais, alors le conseil en fait que je pourrais donner, c'est de... Bon, c'est facile à dire pour moi parce que voilà, j'ai eu Master 1 Sorbonne, Master 2 ASA, c'est tout ce que tu veux. Mais si jamais, voilà, en tant qu'étudiant, t'obtiens pas forcément le Master 1 ou le Master 2 que tu veux, c'est pas grave parce qu'en fait, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'y a pas que le droit dans la vie. Et quand t'es en fac de droit, t'as un peu tendance à te sectoriser, à te dire ouais, je veux absolument faire avocat, devenir inspecteur, etc. Tout ce genre de trucs. Et pour moi, déjà, t'as deux biais. Le premier, c'est faut vraiment faire l'expérience en grand cabinet avant de pouvoir être sûr de continuer là-dedans, puisque c'est un métier qui est très difficile, qui est passionnant, mais qui est très difficile. Physiquement, qui est compliqué, parce que terminer à des horaires à 2-3 heures du mat, c'est dur, vraiment. Donc il faut bien réfléchir à ça. Et après, voilà, en admettant qu'on n'ait pas les masters ou les masters de qu'on veut, c'est pas grave, parce que dans la vie, il y a d'autres facteurs qui font que tu peux réussir. T'as des facteurs de relationnel, t'as le network. Vraiment, t'as rien qui est gravé dans le marbre. En fait, ça sert à rien de faire des plans A, plan B, plan C, plan D. Moi, j'avais beaucoup tendance à faire ce genre de process quand j'étais étudiant. Et tu vois, au final, là, maintenant, je suis vicié en crypto-monnaie. Et si tu me disais en L2, qu'est-ce que tu veux faire, je t'aurais jamais dit ça. Et la vie m'a amené à faire ça. C'est la fin de la seconde partie de ce GED Talk sur le portrait de Dimitri, ancien étudiant de la Grande École du Droit. Vous pouvez contacter Dimitri sur LinkedIn en recherchant Dimitri Nitchoun ou encore sur Twitter @0xdims.et. Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à nous contacter par mail à association.ged@gmail.com. Vous pouvez aussi consulter le site internet de notre formation, grandeécoledudroit.com, ou encore nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux portraits. À bientôt!